J'ai la charge de vous donner effectivement quelques clés de compréhension sur ce programme du concours de la résistance et de la déportation, très vaste programme, qui a un avantage, c'est qu'il est structuré en 3 grands points successifs que je vais suivre sans grande originalité. Évidemment, je ne vais pas pouvoir tout détailler. Je pense que l'intérêt, c'est aussi qu'on puisse échanger ensuite et que je puisse répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, surtout s'il y a des points qui ne vous paraîtront pas clairs. Je vais essayer en fait sur chacun de ces 3 points, donc la libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire, de vous donner donc quelques clés et quelques éléments à mon sens importants à retenir. Je commence souvent par cette citation, moi qui me revient souvent en tête quand on pense à cette découverte de l'univers concentrationnaire. C'est à l'expression d'un journaliste américain qui écrit ça dans un journal dès mai 1945 en expliquant que les portes de l'enfer viennent de s'ouvrir. C'est le titre d'un de ses nombreux articles. Il s'appelle John Beckerley et il fait toute une série d'articles sur la découverte des camps de concentration. Il était reporter, il suivait les troupes américaines qui libèrent notamment donc, le camp Buchenwald, de Dachau et de Mauthausen. Tout ça pour vous dire que c'est un événement, ce dont on va parler. C'est un choc pour tous ceux qui ont eu à le vivre, à commencer évidemment par les déportés eux-mêmes. C'est un événement qui marque les consciences, aussitôt et progressivement, je vais y revenir. C'est un événement, une situation de crise qu'il faut gérer pour les autorités. Et évidemment, c'est un événement qui va délivrer un savoir qu'on juge soit partiel, soit plus ou moins complet, un savoir orienté ou pas, on reviendra sur tout ça. Mais d'abord, donc, un événement qui marque les consciences d'emblée, un choc. C'est la libération des camps nazis. Comme beaucoup d'historiens, alors je ne suis pas le seul à travailler sur ce sujet, loin de là, on utilise de plus en plus en fait la notion de découverte des camps nazis. Je vais y revenir, plus que libération, ça va être mon premier point. Mais avant de vous détailler ça, rappelons juste quelques points chronologiques pour qu'on se situe bien. J'ai une carte, oui voilà. Ça c'est la situation du Reich, déjà considérablement rétrécie en 1945. Une carte orientée surtout, donc vous le voyez avec les flèches, je vais revenir, sur l'est de l'Europe, c'est-à-dire qui montre en bleu les territoires déjà libérés par les troupes alliées, à l'est comme à l'ouest, et en rouge donc la situation du Reich, qui s'est donc déjà, vous voyez, réduit. Les troupes alliées, notamment à l'ouest, ont déjà dépassé le Rhin. Il faut avant ça revenir juste un tout petit peu en arrière, à l'été 1944, puisque à fin juillet 1944, les soviétiques, à l'est, ont déjà libéré le camp de Majdanek, de Lublin-Majdanek, où des installations de gazage étaient encore en place. Mais ils découvrent un camp vide de détenus. Les détenus ont déjà été évacués ou assassinés pour une partie des derniers détenus. Fin novembre, à l'ouest cette fois, vous voyez le camp Nassweiler-Struthof, le seul camp installé en zone annexée, anciennement France de 39, c'est en Alsace. Seul camp de concentration installé donc en zone annexée en France. Libéré par les Américains et les troupes françaises libres, qui libèrent un camp de Nassweiler déjà largement également déserté. Le camp avait été déserté, évacué par les SS en septembre 1944. Fin janvier, évidemment, là on le voit sur la carte, c'est dans la zone en bleu, le camp connu, évidemment, le plus connu, celui d'Auschwitz, le complexe d'Auschwitz-Birkenau, a été libéré à la fin du mois de janvier 1945 par les soviétiques. Là encore, quelques milliers de détenus seulement, 7000 détenus restent encore à Auschwitz-Birkenau à ce moment-là, dans le complexe d'Auschwitz, Auschwitz 1, Auschwitz 2, Auschwitz 3, c'est-à-dire une toute petite minorité par rapport à la masse qui se trouvait dans ce complexe d'Auschwitz. Je vais revenir ensuite en détail sur ces cartes. Ça, c'est la situation quelques semaines plus tard, avec cette fois la libération des principaux camps qui se déroulent en gros, les principaux camps centraux du Reich qui se déroulent en gros en avril
et début mai 1945. Et c'est là où on peut véritablement parler d'un choc, parce que jusque-là, donc, les étapes que je viens de vous donner, les troupes alliées découvrent des camps, en s'en rendant compte, mais des camps largement vidés. Ce qu'ils découvrent en avril 1945, je ne vais pas revenir et vous bombarder de photographies de charniers horribles. J'ai pris celle-ci parce que, vous le voyez, c'est une une de presse anglaise, et c'est la découverte, un commando du camp de concentration de Buchenwald, c'est la découverte donc, du commando d'Ordruf le 5 avril 1945, avec au centre, la personne qui a les mains à la taille, c'est le général Eisenhower, donc le patron des troupes alliées, qui se rend sur place lorsqu'il lit les dépêches et qu'il apprend que 3000 cadavres nus, émaciés, dans des charniers ont été découverts par certaines de ses troupes qui donc sont entrées à Ordruf le 5 avril. Et cette vision véritablement provoque un choc, je l'ai dit, j'insiste, l'effroi, une stupeur identique dans plusieurs autres commandos et camps centraux qui sont découverts tout au long du mois d'avril 1945. Vous avez sans doute dû voir, on ne les a pas mis ici sur ce document, les images également d'un train d'évacuation découvert à Dachau le 29 avril 1945 par les troupes américaines, qui découvrent des centaines de cadavres dans des wagons de marchandises. C'était des détenus qui avaient été évacués 3 semaines plus tôt du petit camp de Buchenwald. La conclusion qu'il faut tirer de ces découvertes en dehors du choc, c'est que ces découvertes se sont faites globalement par hasard, selon l'évolution du front et de l'avance des troupes alliées. Aucun plan programmé n'avait été élaboré pour libérer les camps de concentration. C'est pour ça que, je l'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, il faut avant tout parler plus de découverte que de libération. La notion de libération de camp existe malgré tout, puisque pour certains camps, les déportés avaient réussi à s'organiser, notamment à Buchenwald, pour participer à leur propre libération. Donc c'est le cas à Buchenwald. Simplement, je pense que l'idée principale qu'il faut qu'on retienne, c'est que la majorité des camps et des commandos, alors si on ajoute les camps centraux, près d'une vingtaine de grands camps centraux, et près de 600 à 700 commandos des camps de concentration, vous voyez la masse des camps qui recouvrent alors le Reich. C'est les petits points que vous voyez là ici en bleu dans le rouge, ou en blanc dans le bleu. Tout ça c'est autant de petits commandos. Et la majorité donc de ces lieux sont découverts, donc j'insiste, globalement par hasard, et les troupes alliées découvrent de véritables mouroirs. Il y a une expression de Jean Quérol, un ancien déporté de Mauthausen, qui parle, une expression qui a été reprise, qui parle d'ouverture des portes des camps par les Alliés. Ça a donné lieu notamment à une expression dans le film Nuit et brouillard, dont Quérol était l'auteur des textes, et du livre de Gavin Sermigo, publié en 1965, je crois, Quand les Alliés ouvrirent les portes. Donc un choc qui nous est arrivé par des images. Vous voyez celle-ci également très connue, un numéro de Crime nazi, le magazine de France, édité donc dès le printemps 1945 à Paris. Une image donc d'horreur absolue qui résume cette découverte des camps, avec donc, je n'insiste pas, ces immenses charniers, ces fosses communes découvertes par les troupes alliées. On a là des marqueurs très forts. C'est une conclusion qu'il faut, à mon avis, sur laquelle il faut insister pour cette partie de la découverte des camps de concentration. Ce sont des marqueurs très forts qui vont, je l'ai dit tout à l'heure, marquer nos consciences, qui vont imprégner nos têtes, nos représentations de l'univers concentrationnaire. Je vais y revenir tout à l'heure, mais il faut déjà insister là-dessus. Les Occidentaux découvrent la mort de masse. Une mort qui touche tout le monde, qui touche les civils. Évidemment, on avait vu déjà des images de charniers en Europe occidentale, mais c'était rattaché surtout à des conflits militaires. Là, on commémore cette année, vous le savez, 14-18. Il y a évidemment déjà des images horribles pour 14-18, mais ce sont des images de soldats, et inconsciemment, malgré tout, on s'y était préparé. On ne s'est pas préparé à ça. Donc ces images constituent un véritable seuil dans nos représentations de cette mort de masse. Il n'y a pas d'équivalent, on est là face à une transgression
inimaginable, un interdit majeur, et c'est pour ça qu'on le montre. Après avoir découvert le commando d'Ordroff, c'est l'expression est célèbre, elle a souvent été reprise, mais à mon avis elle est très significative. Le général Eisenhower fait des téléx à ses troupes pour leur dire on nous dit que le soldat américain ne sait pas pourquoi il se bat, parce que l'opinion publique américaine trouvait à ce moment-là que la guerre durait. Donc il explique à ses hommes, on nous dit que le soldat américain ne sait pas pourquoi il se bat, maintenant au moins il saura contre qui et contre quoi il se bat, déclare-t-il. Quelques jours après ça, les troupes américaines organisent des visites. Ils font venir les notables allemands déjà qui étaient pas très loin de la plupart des commandos. Beaucoup de commandos sont installés près des villes et des villages. Ils font venir donc des civils allemands pour voir ce qui était en fait à quelques kilomètres de chez eux. Et ils font venir également beaucoup de journalistes de guerre, des reporters de guerre, des parlementaires américains, anglais, viennent constater cet effroi et cette horreur. Ce qui fait que l'information, bien entendu, va se diffuser. Certains historiens ont même parlé d'une expression qui a été reprise à l'époque, on parle même d'une pédagogie de l'horreur. On montre, il s'agit de montrer l'horreur, c'est le début du plus jamais ça. Il s'agit de montrer l'horreur pour ne plus que ça se reproduise. Et je vais y revenir tout à l'heure. Le procès de Nuremberg, qui juge, vous le savez, à partir de 1946 les principaux criminels de guerre nazis, le procès de Nuremberg montrera un film des camps de concentration où la plupart des images de la découverte des camps de concentration seront montrées aux criminels de guerre nazis pour leur rappeler ce qu'ils ont fait. Ce qui vous montre la force de ces images en 1945 pour ceux qui les découvrent.